Le 10e jour de Sextilis, sous les consuls Trajan et Paetus, 101 de notre ère. Les forêts de Dacie sont une chose vivante, respirante, lourde de l'odeur du pin et de la terre humide. Une brume basse s'accroche aux vallées, étouffant le monde dans un linceul gris. Ici, à l'ombre des Carpates, l'air ne sent pas romain. Il sent plus ancien, plus sauvage. Perché sur un affleurement rocheux, caché par des fougères et des chênes noueux, Zalmox le Grand observe la vallée en contrebas. Ses jointures sont blanches là où il serre le manche en bois de sa possession la plus précieuse, le falx. Ce n'est pas une épée. Une épée est un jouet pour garçons et pour les méridionaux parfumés. Le falx est un outil de moisson, tant pour le grain que pour les hommes. Sa longue lame courbée, aiguisée sur le tranchant intérieur, s'élève au-dessus de sa tête comme une griffe métallique, conçue dans un seul but, passer par-dessus le bouclier et fendre un crâne humain en deux. En dessous de lui, ses camarades, les comates, les longs cheveux, sont armés de la même manière. Ils font une apparition redoutable. Vêtus de cuir et de pantalons épais de laine, leur visage encadré par de sauvages barbes et des cheveux flottants, ils portent les coiffes en peau de loup qui leur donnent leur esprit et leur nom aux Romains, les hommes loups. Ce ne sont pas une légion, ils sont une tempête, une force de la nature, née de ces montagnes mêmes, loyaux à leur roi guerrier, Décébalus. Un murmure parcourt les guerriers qui observent. Il commence comme un grondement sourd, puis enfle en un rire bourru et confiant. Zalmox sourit, ses dents brillant dans la pénombre. La source de leur amusement est enfin visible, serpentant à travers la vallée comme un serpent métallique segmenté, l'avant-garde d'une légion romaine. Ils ont l'air ridicules, comme des scarabées qui s'échappent d'une bûche renversée. De cette hauteur, leur discipline ressemble à de la faiblesse, leur uniformité à un manque d'esprit. Zalmox pointe du menton. « Regardez leur casque », ricane-t-il à l'homme à côté de lui, un guerrier costaud nommé Drigissa. Comme des bols à soupe polie. À quoi bon cela contre une vraie lame? Un coup, et nous les ouvrirons comme des noix. Drigissa éclate d'un rire tonitruant. Et leurs épées? J'ai vu des couteaux de chasse d'as plus longs que ces cure-dents. Viennent-ils nous poignarder au tibia? La moquerie est méritée, pense-t-il. La galéa romaine, le casque impérial standard, est un chef-d'œuvre de fonctionnalité, conçu pour dévier les coups et protéger le cou et le visage avec ses larges gardes. Mais de loin, il manque les cornes ou les crêtes intimidantes de leurs propres aumes ancestraux. Il a l'air petit, compact, peu impressionnant. Et le gladius hispaniensis, l'épée courte romaine. Pour un homme qui manie une falx de 5 pieds de long, c'est une absurdité. Les Daces combattent avec des coups amples et puissants, utilisant l'élan et la portée pour briser les formations ennemies. Toute leur philosophie de guerre repose sur la prouesse individuelle et la force écrasante. Comment un homme avec une lame d'à peine 2 pieds de long pourrait-il espérer leur résister? Ils ont entendu des histoires, bien sûr. Des récits de l'obstination romaine, de leur capacité à construire des camps fortifiés en une seule nuit, de leurs étranges engins de siège. Mais les histoires, c'est pour le feu de camp. Ici, maintenant, dans les forêts de leurs ancêtres, où chaque rocher et chaque ruisseau est un allié, ils ne voient qu'une colonne de petits hommes avec des épées courtes et des casques foolishly petits. Ils voient une armée qui a oublié l'art du héros, l'échangeant contre la marche au pas de l'esclave. Leur roi, Décébalus, leur a dit que le nouvel empereur, Trajan, est différent, qu'il est un vrai soldat, mais qu'un homme peut-il faire? Il commande une armée d'insectes. Zalmox sent le feu familier dans ses veines, l'appel au combat que chérit chaque guerrier dacien. Ils laisseront les Romains s'enfoncer plus profondément dans le piège. Ils les laisseront venir aux portes de fer, au passage étroit de Tapae. Là où les montagnes serrent la terre en un goulot d'étranglement, le nombre des Romains ne comptera pour rien. Là,
Les casques, en forme de bol, seront brisés, et la falx se régalera. Le rire résonne une dernière fois dans la brume, un son de confiance suprême et inébranlable. Les Romains marchent vers leur tombe, et ils sont trop disciplinés, trop stupides, pour même s'en rendre compte. Plusieurs milles sous l'affleurement rocheux, dans le ventre du serpent de métal, le centurion Gaius Fulvius Macer de la 4e légion Flavia Félix enfonce ses sandales militaires cloutées dans la boue poisseuse. Chaque pas est un mouvement délibéré et pratiqué, témoignage de 1000 milles parcourus sur une douzaine de frontières. La brume de cette terre maudite s'accroche à sa cape de laine et perle sur la crinière de crin de son casque transversal, symbole de son rang qui fait de lui une cible évidente. Il l'accueille. Un centurion qui se cache n'est pas un centurion du tout. Son regard est fixé non pas sur le chemin à parcourir, mais sur les murs oppressants de verdure qui bordent la colonne. Ce ne sont pas les douces collines ondulantes de l'Italie ou les plaines ouvertes de la Pannonie. C'est une forêt primordiale, sombre et vigilante. Les arbres sont des géants. Leurs branches s'entrelacent au-dessus pour former une canopée suffocante qui filtre la lumière du soleil en un gris faible et aqueux. Il sent les regards posés sur eux. Il n'a pas besoin de voir les guerriers d'As, il sent leur présence dans le silence soudain des oiseaux, dans la façon dont le vent murmure à travers les feuilles, avec un son presque comme une voix humaine. Autour de lui résonne le son de la Légion, le pas rythmé de 8000 pieds, le doux craquement des pteruges en cuir, le tintement des gamelles et le cliquetis régulier et métallique du scutum heurtant les plaques segmentées de la lorica segmentata. Pour les hommes loups qui regardent depuis les collines, cela pourrait sembler maladroit. Pour Macer, c'est la symphonie de la puissance romaine. C'est le son de l'ordre s'imposant au chaos. Il jette un regard aux hommes de son siècle. Le jeune Titus, à peine 18 ans, les jointures blanches sur la poignée de son pilum, les yeux écarquillés et scrutant constamment les arbres. À ses côtés, le vétéran Lucius, un homme dont le visage est une carte routière de vieilles cicatrices, marche avec une indifférence presque ennuyée, ses mouvements économes et précis. Il en a vu de pire sur le Rhin. Ils forment une unité, une machine de 80 pièces. Leurs vies dépendent non pas de leur fureur individuelle, mais de leur confiance absolue dans l'homme à leur gauche et dans l'homme à leur droite. Macer tapote le côté de son propre casque. Un bol à soupe. Il se souvient d'une bataille près du Danube il y a des années, lorsqu'une hache allemande, brandie avec une force monstrueuse, avait glissé sur cette même courbe, l'impact faisant vibrer ses dents mais laissant son crâne intact. La forme de bol était conçue pour transformer un coup mortel en un coup de biais. Et l'épée courte. Il pose une main sur le pommeau de son gladius, niché haut sur sa hanche droite pour un dégainage rapide et efficace. Un cure-dent. Il avait vu ce qu'il pouvait faire dans la mêlée d'un mur de bouclier. Ce n'était pas une arme de duel, c'était un instrument de meurtre. Son but n'était pas de trancher, mais de poignarder. Trouver les interstices dans l'armure, glisser entre les côtes, percer une gorge. C'était un outil de boucher pour un travail de boucher, et il n'y avait jamais eu de meilleur outil forgé. Les Daces combattaient pour la gloire. Ils recherchaient le combat singulier et héroïque. Les Romains combattaient pour gagner. La gloire était une conséquence, pas un but. Le but était la destruction méthodique de la capacité de l'ennemi à résister. D'abord, les pilas, les lourds javelots, perturbaient leur charge et rendaient leur bouclier inutile. Ensuite, le mur de bouclier, la tortue en posture défensive, la ligne imbriquée en progression. Et une fois que l'ennemi se brisait contre ce mur, le vrai travail commençait. Dans l'écrasement des corps, où une longue falx devient un fardeau maladroit et encombrant, le gladius court et tranchant devient roi. Un pas rapide en avant, un coup avec le humbo du bouclier pour créer une ouverture, et un seul coup brutal. Pas d'énergie gaspillée, pas d'arc balayant.
juste un massacre froid et efficace, encore et encore. Devant, la vallée se rétrécit. Le chemin est resserré par les montagnes envahissantes. Tapae, les portes de fer. Masser voit l'Opsio se déplacer le long de la ligne, transmettant les ordres. Le rythme ralentit, les rangs se resserrent. Les hommes modifient subtilement leur prise sur leurs boucliers. La symphonie change de ton. Le son décontracté de la marche est remplacé par un bourdonnement bas et intense d'anticipation. Ils n'entrent pas dans un piège. Ils marchent vers un rendez-vous, un moment et un lieu choisis par l'ennemi. Mais les termes de l'engagement seront romains. Les hommes loups croient que les montagnes sont leurs alliés. Masser sait mieux. Le seul allié dont un soldat a besoin est l'homme discipliné qui se tient à côté de lui, côté. Le piège se déclenche non pas avec un signal, mais avec un son. C'est un bruit qui semble se dérouler de l'âme même de la terre, un souffle profond, guttural, terrifiant qui résonne contre les pentes des montagnes. C'est le son du Carnyx, le corps de guerre d'Assien. Sa tête de bronze, façonnée comme un sanglier monstrueux dont la gueule est béante, semble hurler une promesse de carnage à travers la vallée. D'autres corps se joignent au premier, un cœur de bête hurlant pour le sang, et avec lui vient un rugissement humain, une vague de fureur pure et non diluée. Depuis les pentes boisées, les comates descendent. Ils ne marchent pas. Ils se déversent comme un éboulement, un torrent chaotique de peau de loup, de fer et de colère juste. Zalmox le Grand est à l'avant-garde, sa grande falx tenue haute, la lame polie captant la faible lumière qui pénètre la canopée. Il se sent invincible, un demi-dieu de la forêt. Les Romains en bas se sont arrêtés, leurs petites lignes nettes, semblant soudain fragiles, statiques. Il les voit former leur ridicule carapace de tortue, le testudo, tandis que des pierres et des flèches commencent à pleuvoir des hauteurs. « Regarde !» hurle-t-il à Drigissa, qui court à ses côtés, son propre falx assoiffé d'acier romain. « Ils se cachent, ils se terrent comme des tortues, nous allons les faire éclater !» La première vague de Daces frappe la ligne romaine. Mais il ne frappe pas une ligne d'hommes, il frappe un mur. Une barrière solide et inflexible de bois et de fer courbée et rectangulaire. Les scoutas romains, superposés et renforcés, absorbent l'impact initial avec un bruit assourdissant. Le premier rang de légionnaires s'agenouille, leurs boucliers inclinés vers le haut, tandis que le deuxième rang se tient debout, leurs boucliers couvrant les hommes devant. C'est une forteresse vivante et sans faille. Zalmox atteint la ligne, son élan le propulsant dans une collision brutale avec le mur de bouclier. Il fait tournoyer sa falx dans un arc large et tranchant, visant le casque d'un légionnaire qu'il aperçoit à peine par-dessus. Le son est un hurlement horrible de métal sur métal. La falx, conçue pour accrocher et tirer, mord profondément dans le bord supérieur courbé du scutum, mais le coup est dévié. Le légionnaire vacille d'un demi-pas en arrière, le choc de l'impact remontant son bras, mais la ligne tient. Ce n'est pas le combat que les Daces attendaient. Ils ne peuvent pas porter un coup franc. Leurs longues falx sont trop encombrantes dans l'écrasement. Elles sont conçues pour la portée et la puissance, mais ici, pressées corps à corps contre le mur de bouclier, il n'y a pas de place pour manœuvrer. Pour chaque coup qui porte et fend un bouclier, ou, rarement, effleure un casque, une douzaine d'autres sont entravés, leur élan gaspillé contre l'objet inamovible de la discipline romaine. Puis, des rangs romains, s'élève un autre son, pas le rugissement bestial du Carnyx, mais le son aigu et perçant du cornu, le corps de cuivre romain, suivi d'un ordre crié qui se propage le long de la ligne. « Pila Yacit !» D'un seul mouvement, le deuxième rang de légionnaires avance leur pila. Ce ne sont pas de simples lances de jets. Ce sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie militaire. D'un mouvement synchronisé, des centaines de lourds javelots décrivent une arche dans le ciel. Ils ne volent pas loin, mais ils n'en ont pas besoin. Ils tombent sur les rangs serrés des Daces en charge. Les pointes en fer trempées
transpercent les boucliers en bois et les armures de cuir. Mais leur véritable génie réside dans leur tige en fer doux. À l'impact, la tige se plie, rendant le pylôme impossible à retirer et transformant le bouclier dans lequel il est planté en un encombrement inutile et lourd. Zalmox voit les guerriers autour de lui tomber, hurler ou maudire alors qu'ils sont forcés de jeter leurs boucliers, maintenant traînant 2 mètres de fer et de bois tordus. La charge faiblit. La vague n'a pas brisé le mur. Elle a été brisée par lui. La fureur dacienne, si puissante de loin, est démantelée méthodiquement par l'ingénierie et la cohésion romaine. Les rires ont disparu de la gorge de Zalmox, remplacés par une frustration brûlante. Il a frappé 2 fois de sa lame et n'a pas encore goûté le sang. Il pousse en avant, hurlant un défi, essayant de trouver une brèche, la moindre faiblesse dans le mur de bouclier. Et puis, le mur s'ouvre. L'ordre n'était pas une retraite, c'était une invitation. Le centurion Masser, la voix rauque, hurla « Gladios, stringit, ad pugnam !» Tirez les épées, au combat ! Le premier rang de la légion ne recula pas. Au lieu de cela, dans un mouvement répété 1000 fois sur les terrains d'entraînement ensoleillés de Mésie, ils se déplacèrent. D'un grognement guttural, ils enfoncèrent leurs boucliers. Le lourd bossage de fer au centre du scutum heurta les poitrines et les visages daciens, créant non pas une retraite, mais un espace momentané, un halètement, un sursaut, une demi-seconde de stupeur et de recul. Et dans cette demi-seconde, le monde changea pour Zalmox le Grand. Une brèche s'ouvrit juste devant lui. Le légionnaire dont il avait frappé le bouclier recula d'un pas unique et discipliné, parfaitement synchronisé avec les hommes à ses côtés. Pendant un bref instant, Zalmox vit sa chance. Il leva sa falx, prêt pour le coup fatal qui fendrait le casque gamelle du Romain. Il ne vit jamais le glaive. Il ne brilla ni ne balança. Il apparut. Sous le mur de bouclier, une poussée basse, brutalement efficace. Le légionnaire, Titus, le jeune recrue, ne visa pas la tête ni la poitrine. Il suivit son entraînement. Il visa le torse inférieur non blindé. La lame de 20 pouces glissa dans le ventre de Zalmox, juste sous les côtes, avec un coup humide et répugnant. La pointe méticuleusement ouvragée, conçue exactement pour cela, sectionna muscles et organes avec une précision glaçante. Le souffle de Zalmox le quitta dans un grognement de douleur. Son grand coup d'épée faiblit, le lourd falx semblant soudain peser une tonne de plomb. La force disparut de ses bras. Il baissa les yeux, son esprit refusant de traiter la vue de la poignée de bois poli dépassant de son estomac. Le Romain qui l'avait poignardé était déjà parti, son bouclier refermé comme une porte claquée. Autour de lui, le même ballet horrible et intime se déroulait. La charge dacienne s'était transformée en un abattoir. Drigissa, son ami, maniait son falx sauvagement, essayant de se faire de la place. Mais un légionnaire à sa droite utilisa son scutum pour écarter le propre bouclier de Drigissa, exposant son flanc. Un second Romain, s'engouffrant dans la brèche, enfonça son gladius dans l'aisselle exposée de Drigissa, un coup mortel qui sectionna les grandes artères. Drigissa tomba, son rugissement mourant perdu dans la cacophonie. Les moqueries des armes romaines moururent, sur les lèvres d'As, remplacées par des cris d'agonie et d'incrédulité. L'épée courte n'était pas faite pour le duel. Elle servait à tuer dans une foule. C'était un piston de mort dans la machine humaine de la Légion. Dans la mêlée serrée des corps, la falx était inutile. Pour la manier, un guerrier avait besoin d'espace, mais les Romains ne leur en donnèrent aucun. Le mur de bouclier était un hachoir à viande, les attirant délibérément, absorbant leur élan, puis les éviscérant méthodiquement par des ouvertures chirurgicales. Les casques polis n'étaient pas pour le spectacle. Ils faisaient partie d'un système. Un système qui protégeait la tête pendant que les yeux du légionnaire se concentraient sur la zone cible. Le torse, l'aine, les jambes. Tout chez le soldat romain était brutalement pratique. Son casque protégeait son cerveau, son bouclier créait le mur et son épée tuait.
Il n'y avait pas de mouvement gaspillé, pas de flourish héroïque. C'était le travail sombre et implacable d'extermination. Titus, son premier meurtre confirmé, sentit un tremblement dans sa main, mais aucun triomphe. Son visage était un masque de concentration, éclaboussé du sang de l'homme qu'il venait de tuer. Il n'était qu'un rouage. Son travail était de tenir la ligne, de protéger l'homme à sa gauche et de tuer l'homme devant lui. C'était tout. Le centurion Masser se déplaçait derrière la ligne, son propre glaive rouge, sa voix un aboiement constant et apaisant d'ordre. « Tenez la ligne. Préparez-vous. Frappez. De retour en formation. Tenez. » La vague dacienne qui s'était écrasée avec une telle fureur se retirait maintenant, laissant derrière elle un champ de débris horribles de ses propres morts et mourants. Les hommes-loups, qui avaient ri depuis les collines, remontaient maintenant en rampant les pentes, traînant leurs blessés, leur confiance brisée, leurs armes prisées, leur semblant soudain maladroite et inadéquate. Ils avaient rencontré le serpent de fer de près et ils avaient découvert qu'il avait des crocs, courts, tranchants et absolument mortels. Très haut, au-dessus du champ de bataille, sur un promontoire offrant une vue imprenable sur le défilé de Tapae, un homme observait le brutal spectacle se dérouler. Il n'était pas vêtu du pourpre ostentatoire d'un empereur traditionnel. Il portait la simple cuirasse de cuir et le manteau de laine d'un officier général. Son visage était buriné, marqué par les rides d'une vie passée sur le terrain et non dans les salles de marbre du mont Palatin. C'était Marcus Ulpius Traianus, l'empereur, et il était exactement là où il devait être, avec ses hommes. Il se tenait aux côtés de son préfet du prétoire, Tibère Claude Livianus, les jointures reposant sur la tête d'aigle doré de son bâton de commandement. Il ne tressaillit pas aux cris qui montaient du fond de la vallée. Il ne se réjouit pas à la vue des Daces en retraite. Son regard était analytique, froid, comme un maître artisan examinant son œuvre. Chaque élément de la scène en contrebas témoignait d'une philosophie qu'il avait défendue tout au long de sa carrière. Il vit les piles à pleuvoir, une volée parfaite. Il nota le moment précis où la ligne absorba la charge dacienne, les scuta tenant bon face au balancement sauvage des falx. Il regarda, avec un signe de tête approbateur et sévère, tandis que les cohortes exécutaient le coup de bouclier et la poussée, le rythme mortel du gladius inversant le cours des choses en quelques secondes. Ce n'était pas la mêlée chaotique que les Daces avaient recherchée. C'était une dissection. Ils ont sous-estimé le système, Livianus, dit Trajan, sa voix un baryton grave qui portait facilement par-dessus le vacarme. Ils voient le soldat individuel, l'épée courte, le casque simple. Ils ne voient pas la centurie, ils ne voient pas la cohorte. Il ne voit pas la légion. Livianus hocha la tête, ses yeux fixés sur l'ennemi en retraite. Ils combattent avec passion, impérator. Nous combattons avec la géométrie. Trajan s'autorisa un fin sourire. La passion brise, la géométrie tient. Il savait que cette bataille était inévitable. Décébalus était un roi intelligent et fier. Il n'aurait jamais permis aux légions de traverser sa patrie sans opposition. Il choisirait le terrain, un endroit comme Tapae, où le relief favorisait ses guerriers féroces. Mais Décébalus, malgré toute sa ruse, avait commis l'erreur fondamentale de tous les ennemis barbares de Rome. Il croyait que le courage seul pouvait gagner une guerre. Trajan savait mieux que cela. Le courage était un élément vital, mais il était inutile sans discipline. C'est la discipline qui empêcha Titus de rompre lorsque le géant Zalmox abattit sa lame terrifiante sur sa tête. C'est la discipline qui le fit reculer à l'unisson avec ses camarades. Et c'est la discipline qui guida sa main dans un coup court et économique plutôt qu'un coup sauvage et paniqué. L'empereur regardait tandis que la ligne romaine, tachée du sang de ses ennemis, ne rompait pas sa formation pour poursuivre. Poursuivre une armée barbare dans les bois était une folie, une leçon apprise dans la forêt de Teutobourg un siècle auparavant. Au lieu de cela, les cors sonnèrent à nouveau.
Les rangs se reformèrent. Les blessés furent retirés. Les morts furent comptabilisés. La machine se réinitialisa, prête pour la prochaine vague ou le prochain ordre. C'était cette capacité à encaisser un coup, à infliger des dégâts dévastateurs et à revenir immédiatement à un état d'ordre parfait qui rendait la Légion invincible.